Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, programme FECODE, Réunifed. Dans le cours d'aujourd'hui sur les éducations A, nous devons tout d'abord distinguer l'instruction de l'éducation. Instruire pour le Larousse, c'est donner des connaissances, des renseignements, augmenter le savoir, l'expérience de quelqu'un, c'est former son esprit, qui va constituer pour lui un enseignement. C'est informer quelqu'un, le mettre au courant de quelque chose. Voilà ce qu'est l'instruction. Éduquer, c'est autre chose. C'est former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. C'est développer une aptitude par des exercices appropriés. C'est développer chez quelqu'un ou un groupe certaines aptitudes, certaines connaissances, certaines formes de culture. C'est aussi faire acquérir à quelqu'un les usages de la société pour qu'il puisse y vivre dans de bonnes conditions. Si je prends l'aspect étymologique de éduquer, educare en latin, duco, ducas, ducare, c'est conduire. Vers l'extérieur. Et donc, étymologiquement, on peut considérer que l'éducation est le fait de conduire quelqu'un en dehors de ce qu'il ferait d'habitude. Ce qui éloigne l'éducation de l'instruction. On peut éduquer sur des thématiques aussi variées que la pauvreté, la faim, la santé, l'égalité entre les sexes, ou des choses plus environnementales, la vie terrestre, la vie aquatique, les questions de changement climatique, ou des choses totalement liées à l'homme, l'eau, la gestion de l'eau, le travail décent, l'industrie, l'innovation, les villes et urbanisation, ou d'objectifs qui sont tout autant stratégiques, c'est-à-dire les questions de paix, de relations avec les partenaires, des inégalités, du travail décent qui se retrouve dans plusieurs blocs. Les éducations A doivent donc traiter de thématiques très diversifiées. Alors dans les éducations A, on va retrouver, j'allais presque dire un fourre-tout de tout un tas d'éducations A qui se sont construites pendant quelques dizaines d'années, voire beaucoup plus pour certaines, telles que l'éducation à la biodiversité, l'éducation au choix, l'éducation à la citoyenneté, à la complexité, au développement durable dans son ensemble, à l'esprit d'entreprendre, l'éducation à l'environnement très ancienne, plusieurs dizaines d'années, à l'éco-formation plus récente, à l'interculturalité, aux médias et à l'information, à la paix, au patrimoine, à la responsabilité, au risque, à la santé aussi, à la sexualité, au territoire, aux valeurs. Et donc nous avons des dizaines d'éducations A qui sont prises en charge par des groupes qui les traitent depuis fort longtemps. La question est donc d'étudier la relation entre ces éducations à structurées depuis plusieurs dizaines d'années avec les objectifs du développement durable qui, eux, sont très récents puisqu'ils n'ont été mis en place que depuis 5 ans. De ce fait, on va aussi s'intéresser à une distinction. A par pour. Est-ce que c'est la même chose? Et si ce n'était pas la même chose, qu'est-ce que ça change? J'ai pris 3 exemples. Santé, environnement, médias, développement durable que je ne traiterai pas. Santé, si je fais de l'éducation pour, je prendrai les exemples après, c'est l'objet lui-même que je veux faire changer. Si je fais de l'éducation pour la santé, je vais faire changer la santé. Si je fais de l'éducation pour l'environnement, je vais modifier l'environnement. Si je fais de l'éducation pour les médias, je vais modifier les médias. Si je fais de l'éducation pour un développement durable, je vais essayer de modifier les modes de développement qui m'entourent. Si je fais de l'éducation par, ce n'est pas l'objet que je veux modifier. Je vais me servir d'un objet existant pour éduquer, amener un certain nombre de compétences, par exemple. Si je fais une éducation A, je veux faire évoluer les comportements et ou les attitudes. C'est donc 3 choses complètement différentes. Une éducation pour, je change les objets.
Une éducation par, je me sers des objets. Une éducation à, je veux faire évoluer à partir de cette éducation les comportements ou les attitudes. Prenons l'exemple de la santé. Si je fais une éducation pour la santé, c'est la santé que je veux changer, mais c'est tellement large la santé. La santé, c'est à la fois l'obésité, mais c'est à la fois la lutte contre la malaria. Alors en fait, quand on fait une éducation pour, c'est aussi une éducation contre quelque chose. Je vais faire une éducation pour la santé, mais pour lutter contre l'obésité ou la malaria. Mais je me suis donné des objectifs opérationnels. On peut logiquement postuler que quand on éduque, on va proposer une éducation, par exemple, préventive pour la lutte contre l'obésité. Alors on va essayer de faire de la prévention. Mais on fait le présupposé que si on fait de la prévention, de la lutte contre l'obésité, on va développer des compétences qui seront assez proches de celles que l'on va utiliser dans la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, ou dans d'autres domaines, la lutte contre les fake news dans les médias, l'érosion de la biodiversité, les changements climatiques, pour ce qui est du développement durable dans son ensemble. Donc, une éducation par, nous mettons au service de l'éducation un sujet en développant des compétences. Une éducation à la santé, on va souhaiter faire évoluer les comportements et les attitudes. De ce fait, on va travailler en santé, comme dans toutes les autres thématiques, sur les lieux communs, les stéréotypes. Mais rappelons-le, on lutte contre des lieux communs, des stéréotypes, mais on fait évoluer les représentations sociales. Et effectivement, en éducation A, nous ne pourrons pas faire l'oubli des représentations sociales qui sous-tendent tout cela. Alors est-ce qu'on fait forcément une éducation pour, par, à la santé? Bien sûr que ces trois approches peuvent se compléter. Changeons de sujet, venons-en aux médias. Si je m'intéresse aux médias, si je fais une éducation pour les médias, c'est les médias que je veux changer. Je veux donc changer la façon d'écrire un article dans le journal. Si je fais une éducation par les médias, je vais me servir des médias pour éduquer sur cette thématique ou d'autres thématiques. Car les compétences que je vais travailler, des compétences d'ordre critique, seront les mêmes que je sois sur un problème de fake news, sur une histoire d'immunologie, ou sur une histoire de changement climatique, ou sur une histoire bancaire. Éducation aux médias. Ce que l'on veut faire évoluer, c'est les comportements ou au moins les attitudes vis-à-vis des médias. Donc on va là encore développer l'esprit critique, bien sûr, comme dans l'éducation par, mais on va aller au-delà, car on ne pourra pas, quand on a fait de l'éducation aux médias, lire, gober un certain nombre d'informations, comme on le voit au jour d'aujourd'hui. Nous allons développer ça tout à l'heure. Comment articuler ce cercle des ODD, qui ne sont que des objectifs, avec l'ensemble des éducations. Un premier exemple en quelques secondes avant de les développer. Si je fais de l'éducation à la biodiversité, je suis dans une thématique. Mais je ne ferai jamais de l'éducation à la biodiversité en général. Je ferai toujours de l'éducation à la biodiversité dans un contexte précis, sur une situation concrète. Les généralités, donc thématiques, oui, mais précises, centrées, situées. Si je prends l'exemple de la santé, l'éducation à la santé, eh bien, une éducation à. Mais faire de l'éducation à l'alimentation, faire de l'éducation à la sexualité, ou faire de l'éducation pour lutter contre les maladies, c'est quelque chose de très différent. Et donc, certains secteurs que l'on classe dans l'éducation à la santé se retrouveront d'évidence dans l'éducation à la biodiversité, telle la relation entre la santé et l'environnement. Il y aura des recoupements au sein
des sous-thématiques en santé, mais il y aura aussi des différences et des spécificités. Quand on est en train de faire de l'éducation à la santé sur des questions de vaccination, de biens publics, il est évident que nous n'avons pas les mêmes approches que quand nous faisons une éducation à la sexualité. Donc, chacune de ces éducations A recoupe un certain nombre de champs très différents avec une grande complexité. Revenons sur l'éducation à la biodiversité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire l'éducation à la biodiversité, c'est ça. Si je prends les écrits de Denise Orange et Marco Barocca dans le dictionnaire critique, Denise va insister sur le fait que la biodiversité est issue de deux types de courants, conservationnistes et préservationnistes. Certains qui ont une vision utilitaire de la nature, avec le développement des services écosystémiques, et d'autres qui ont une vision préservationniste, non utilitaire de la nature. Ce qui nous ramène aux questions de représentation sociale, bio, éco, anthropocentrée, déjà vues au préalable. On peut insister sur la valeur esthétique de la nature et sa portée éducative et le fait de l'expérience de la subjectivité, des expériences émotionnelles. C'est la sensibilisation à la Yann Arthus Bertrand qui met en avant les émotions. C'est aussi une relation très proche aux aspects scientifiques, avec des concepts très précis, des concepts décriés tels que le climax, les stratégies de développement RKR, de multiplication des espèces le plus rapidement possible, envahissement des milieux, car les bestioles font moins de petits, mais elles les préservent de tous les dangers. Donc on est là-dessus sur des concepts scientifiques, mais pas que. C'est aussi un concept hybride entre des aspects scientifiques et des visions gestionnaires. Il est donc bien évident que, ici, quand on fait de l'éducation à la biodiversité, je n'ai extrait qu'une partie des écrits de Denise Orange et Marco Barocca. On ne peut pas se limiter à prendre en compte une seule représentation sociale. On doit croiser représentation sociale, discipline, champ disciplinaire. Yves Alp, qui lui parle de son côté sciences de l'éducation et économiste, va mettre en avant la diversité des valeurs, la présence des questions socialement vives, sur lesquelles je reviens. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est thématique. Toutes les éducations A sont toujours liées à des questions socialement vives. Une question socialement vive, c'est une question où il y a débat dans la communauté scientifique, où il y a débat dans la société, et où il y aura aussi débat dans la classe. Troisième caractéristique des éducations A, c'est de faire une place importante aux valeurs qui sous-tendent les représentations sociales. Et effectivement, tout le monde ne peut pas être d'accord sur l'ensemble des valeurs. Donc il y aura débat. Donc il peut même y avoir plus que débat, il peut y avoir controverse allant beaucoup plus loin que de simples débats. La quatrième caractéristique des éducations A, c'est faire évoluer les comportements et ou les attitudes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rester sur des thématiques générales, mais on est obligé d'aller sur des thématiques précises. Faire une éducation A doit déboucher sur de véritables changements de comportement. Si vous êtes en train de parler de changement climatique et que vous avez compris que les changements climatiques sont pour une grande partie dus à nos modes de consommation, effectivement, nous devrons changer nos habitudes de consommation, voire de production. Yves Alp insiste aussi sur les visions biologiques, naturalistes qui peuvent s'opposer à celles des économistes. Les débats, il s'intéresse beaucoup aux modes de mise en débat, à l'éducation à la citoyenneté, centrée sur des méthodes de raisonnement pratiques, d'échange, débat.
il insiste beaucoup sur toute la didactique, l'épistémologie et la didactique liées à cette éducation à la biodiversité. Si je me permets quelques remarques personnelles, lorsqu'on éduque à la biodiversité, on se doit déjà, en tant que formateur, d'éviter certaines confusions. Entre nature et biodiversité, ce n'est pas la même chose. La nature, même si ce terme est très polysémique, suppose une séparation entre ce que l'on appelle nature et ce que l'on appelle culture. La biodiversité, elle, est un concept scientifique où l'on prend la vie à toutes ses échelles, de l'échelle génétique à l'échelle des espèces, à l'échelle des écosystèmes. C'est donc une notion scientifique et plus uniquement une notion philosophique, sociologique, anthropologique. On confond souvent biomasse et biodiversité. La crise de la biomasse n'est pas la crise de la biodiversité. Oui, la biomasse s'écroule sur Terre, c'est-à-dire la quantité des êtres vivants, animaux et végétaux baisse sur Terre. La biodiversité, elle, c'est la diversité des milieux, des espèces, voire la diversité génétique. Deux crises qui sont concomitantes, mais qui sont très différentes. On parle souvent de crise, on oublie l'anthropisation de la biodiversité. Faisons simple. Si vous vous promenez au jour d'aujourd'hui dans une forêt, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer une bestiole issue de l'élevage humain qu'un animal sauvage. La Terre, le volume sur Terre, la biomasse sur Terre des êtres vivants issus de l'élevage humain a très largement dépassé la biomasse issue d'espèces dites sauvages. Deuxième aspect. Vous retrouverez dans d'autres vidéos la question des représentations sociales, bio, éco, anthropo ou théocentrées. Mais ce champ-là est un champ anthropologique défini par Descola où on a, c'est la vision naturaliste, anthropologique naturaliste, où l'homme est séparé de la nature. Si l'on va plus au sud, en Afrique ou sur certains peuples d'Amérique du Sud, ou du Nord d'ailleurs, l'animisme ne fait pas cette distinction. Et quelqu'un qui est animiste ne peut pas raisonnablement comprendre ces représentations sociales bio, éco, anthropocentrées, théocentrées, alors que lui, il a un mode de raisonnement où il ne fait pas ces séparations. Est-ce que l'éducation est scientifique? Oui. Est-ce qu'elle est humaniste? Oui, bien sûr. Elle ne peut pas être scientifique ou humaniste. Elle est les deux. Est-ce qu'elle est artistique ou émotionnelle? Elle est les deux. Est-ce qu'elle est physique et sportive? Évidemment. Elle est aussi historique, elle est culturelle. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire d'éducation à la biodiversité si on ne croise pas l'ensemble des disciplines qui la mettent à contribution. Alors, on peut aussi avoir des approches positives. On immerge les gens sur le terrain, contemplation du milieu, valeur esthétique du milieu dans lequel on se trouve, ou au contraire avoir des approches totalement négatives, c'est-à-dire qu'on se sert du catastrophisme, on surfe sur l'éco-anxiété pour générer des peurs et effectivement s'en servir à des fins éducatives. Même si l'éco-anxiété est un fait, les jeunes sont de plus en plus anxieux de leur avenir en fonction des changements écologiques qui surviennent sur la planète. La solastalgie, c'est simple. Vous savez tous ce que c'est que la nostalgie, c'est-à-dire la douleur que l'on éprouve par rapport au temps passé. La solastalgie, c'est la douleur que l'on éprouve lorsqu'on a perdu une région, solastalgie, on a perdu une région dans laquelle on a vécu des bons moments. C'est la perte de la forêt dans laquelle on allait aux champignons, de la petite rivière qui coulait au fond du jardin, etc. Alors tout ça, vous voyez que nous avons des approches complètement différentes. Tout ça va nous amener à avoir des approches épistémologiques, savoir comment se construit la connaissance, didactique, comment on fait passer cette connaissance, pédagogique, quel relationnel on va adopter face aux gens à qui on enseigne. Des approches qui vont être complètement différentes. Et on va être obligé, dans ces éducations-là, à adopter des points de vue épistémologiques ou didactiques de plusieurs disciplines.
Alors est-ce qu'on va avoir un prof de développement durable, d'éducation développement durable, ou est-ce qu'on aura plutôt la rencontre de différentes visions sur les questions de développement durable? Je bascule maintenant sur l'éducation aux médias et à l'information. Pour Éric Delamotte, toujours dans le dictionnaire des éducations 1, il y a nécessité d'avoir une culture informationnelle, sans utopie, sans fausse prophétie, avec deux choses. La capacité à maîtriser l'information, la filtrer, évaluer la crédibilité des sources, c'est un travail technique. La capacité aussi à agir sur les réseaux numériques de façon responsable, prudente, éthique. Deuxième volet, c'est la conception de l'information. Si l'on veut communiquer, il faut que notre information soit comprise, diffusée. Il y a donc automatiquement un aspect utilitaire, quasi économique. Et derrière, on peut avoir une information qui est ce qu'on appelle orientée bibliothèque, c'est-à-dire la liste des savoirs nécessaires, l'importance d'apprendre à apprendre, on met en avant la formation à des habiletés d'information, de communication. Ou l'autre, c'est citoyenne, on met à disposition des citoyens des ressources pour qu'ils puissent constituer un avis. Deux autres volets fort importants. C'est distinguer entre transmettre et communiquer, entre accepter la liberté d'expression, la lutte contre la désinformation, croyances radicales, les hoax, les rumeurs, trucages, etc. Identité numérique, distinction entre les données publiques, les données personnelles. Tout ça, c'est de l'éducation aux médias. Protection des individus, des dangers relatifs à l'information et à la communication. Là, c'est la formation à une utilisation éclairée et responsable des supports. J'ai bien sûr été obligé de réduire à quelques mots tout ce qui est développé par Éric Delamotte dans cet ouvrage et d'autres. Vincent Liquette aborde ceci plus sous l'angle de l'éducation au message, à la communication. Il y aura une phase d'institutionnalisation, de formalisation, qui va être de l'éducation aux médias et à la presse. Puis une deuxième phase, c'est l'acculturation, la communication comme projet d'éducation, éducation aux médias et à l'information. Et puis une troisième phase, qui est la phase plus de politisation, c'est-à-dire qu'on sait qu'on délivre un message politique et on va mettre le primat sur de la communication sur l'information. Pour parler d'éducation à la paix, je ne veux pas vous présenter la richesse de la réflexion de Nicole Trutiot-Guillon. Je vais juste prendre quelques exemples pour vous montrer ce que recouvre l'éducation à la paix, qui, rappelez-vous, est l'un des ODD, ODD-Paix. Pacification du vivre ensemble après les guerres, c'est d'actualité. Ouverture sur les déséquilibres qui sont facteurs de risque. Nord-Sud, inégalité au sein des villes, campagnes, etc. Inégalité, discrimination. Tout ça, c'est de l'éducation à la paix. Il y a des enjeux pédagogiques avec la résolution des conflits, la diversité des approches sur les conflits. Attention, l'éducation à la paix, ce n'est pas que pour les pays du Sud. La paix, ça se prépare, ça s'entretient, ça se gagne, ça se mérite. Et donc, l'éducation à la paix et l'éducation à la non-violence, ça commence par le climat scolaire. Il y a effectivement un couplage avec les droits de l'homme. Il y a effectivement des pratiques spécifiques. Il y a la diversité des objectifs, des luttes simples contre la violence scolaire, c'est la base. Croisement avec l'éducation à la citoyenneté, à la diversité, l'acceptation de la diversité, la lutte contre le racisme, contre les discriminations, le remplacement de la compétition par la coopération, la recherche de solutions alternatives, l'analyse de toutes les causes de violence. La paix, ça s'apprend. Je n'ai retiré que 3 idées par rapport à cet ouvrage. La paix, c'est une question d'équilibre au sein de l'individu. Faisons donc d'abord la paix en nous. C'est aussi une question d'individu dans la société. Et c'est aussi une question de société entre elles, c'est-à-dire le citoyen pacifié et pacifiant. On ne peut pas être pacifiant tant qu'on n'est pas pacifié. Désolé pour ce sujet d'actualité. Christian Laval et Francis Vergne, dans leur ouvrage sur l'éducation démocratique, ont insisté, je ne vais pas aller dans les détails, vous pourrez les retrouver par ailleurs, liberté de pensée, égalité en éducation, culture pour la démocratie,
à la recherche d'une pédagogie instituante. Prenez le terme de instituante, non pas comme quelque chose qui formate, mais au contraire, la nécessité d'avoir une pédagogie qui ouvre. Donc une pédagogie totalement éducative, on est bien d'accord, au sens où nous l'avons déjà définie. Avec un degré d'autonomie, l'autogouvernement des institutions de savoir. Pour synthétiser ce que nous venons d'expliquer depuis le début. Éduquer à, historiquement, on a fait des éducations pour. Puis, on a fait, ou même en même temps, dans d'autres contextes, on a fait des éducations par. Et enfin, on s'est centré sur des éducations à. Pendant quelques dizaines d'années, effectivement, les gens se sont opposés pour savoir si l'objet de l'éducation était un objectif, un moyen ou un vecteur d'éducation. Les éducations A recoupent tous les champs éducatifs. C'est l'ensemble de tout ce que je vous ai dit, on appelle ça des éducations adjectivales, éducation au choix, citoyenneté, etc. À la différence des enseignements de, qui restent disciplinaires, les éducations A sont pluridisciplinaires. Vous l'avez compris, il n'est pas possible d'envisager un sujet qui soit strictement dans une seule discipline. Ils sont même pas uniquement la juxtaposition de plusieurs disciplines, ils sont transdisciplinaires en ce sens où les disciplines échangent entre elles. Il est évident qu'on ne peut pas parler de représentation de nature si on mobilisait uniquement la vision d'un philosophe que l'on va aligner à côté de la vision d'un naturaliste. C'est tout simplement impossible. Mais elles sont aussi adisciplinaires. Prenons adisciplinaire au sens où les disciplines ne l'enseignent pas normalement. Typiquement, les historiens géographes, de même que les gens de sciences de la vie et de la terre, enseignent le temps passé et présent. Mais très peu de disciplines enseignent le temps futur. C'est la question des récits, des utopies. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des sujets, tels la vision prospective du monde, qui n'est pas un objet d'enseignement disciplinaire. Et ça veut dire qu'en fait, c'est à chacune des disciplines d'absorber cette question du futur, puisque ce ne sont pas les géographes qui peuvent le faire, ce ne sont pas les gens de SVT, ce ne sont pas les physiciens. C'est donc quelque chose qui doit être regreffé, réorganisé entre les visions littéraires sur les récits, les visions techniques des ingénieurs, les visions scientifiques des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences expérimentales. Donc, oui, effectivement, certains sujets sont totalement adisciplinaires. Si nous résumons ce qui est véritablement fondamental, les éducations A sont en rupture avec les enseignements de, car ça se distingue des savoirs scolaires par le fait qu'elles sont thématiques, mais pas thématiques généralistes, thématiques sur des choses extrêmement concrètes. Elles sont liées à des questions socialement vives, ce qui nous amène à des débats, à de nouvelles approches didactiques. On ne peut pas faire court sur une question socialement vive. On doit être obligé automatiquement de mobiliser des outils et des méthodes qui sont spécifiques de ces questions socialement vives. Elles accordent une place importante aux valeurs. Donc effectivement, on ne peut pas faire court de façon aussi simple que si l'on enseignait des faits. Enseigner des valeurs, ce n'est pas enseigner des faits. Dernière chose, elles ont pour objectif de faire évoluer les comportements et ou les attitudes. Alors il faut se méfier. On peut très bien faire évoluer les comportements parce qu'on y est obligé. Pendant la crise Covid, nous avons bien été obligés de nous déplacer autrement, de travailler autrement, de nous alimenter autrement. Mais nous n'avons changé les comportements, nous n'avons pas changé les attitudes. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu des confinements, nous nous sommes précipités sur nos anciens modes
déplacement, nos anciens modes de travail et nos anciens modes de consommation. On peut donc faire changer les comportements sans faire changer les attitudes sans changer les comportements. On peut très bien avoir changé d'attitude, mais ne pas arriver à le faire simplement parce que les conditions ne nous le permettent pas ou qu'il y a un déclic qui ne s'est pas passé. Cet aspect-là, c'est le pourquoi je sais et que je ne fais pas, cette alternance entre comportement et attitude fera l'objet d'une autre capsule vidéo. Merci de votre attention.